Allez, bonjour, cette fois-ci c'est la 67e revue de la semaine. En fait, la semaine dernière, il n'y a pas eu de revue de fête parce que, en début de semaine, c'est la grippe qui m'a eu, et puis deux, après, je suis parti sur Marseille et on n'avait pas enregistré avant, d'accord? Donc voilà, la 67e est en réalité la 68e. Générique. Bon, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, on n'a pas pu faire la revue de la semaine. Mais quand même, je vais revenir sur la semaine dernière parce que j'estime que c'était vraiment la semaine antisociale. Là, on a vu que le président des riches était en plus l'ennemi du peuple. Parce que dans la même semaine, on a appris que les APL ne seraient pas augmentés, que le point d'indice des fonctionnaires, qui est déjà gelé depuis un moment, sera encore gelé, et que les aides telles que le RSA et autres, enfin je veux dire d'une manière générale, les aides sociales, ça coûtait un pognon de dingue, d'après le président de la République, et que ça n'aidait pas les gens à s'en sortir. Ce qui est tellement révélateur du mépris de cet homme, mais qui est un mépris, comment dire, naturel, c'est même pas méchant de sa part. C'est que réellement, comme il l'a dit une fois, dans les gares, il y a les gens qui ont réussi leur vie, et puis il y a les autres, c'est rien. Hein. Et là, à nouveau, c'est cette facette-là de sa personnalité à laquelle il devrait faire attention qui apparaît. Parce que bon, qu'il le soit, c'est une chose, mais comme président de la République française, il n'a pas à donner à voir un tel mépris pour les gens. D'abord, les mécanismes dont on parle sont des mécanismes de solidarité sociale ou de solidarité nationale. Solidarité sociale quand c'est par des cotisations sociales payées par les salaires, solidarité nationale quand c'est par l'impôt. Et personne n'a jamais dit que les aides sociales étaient destinées à faire en sorte que les gens s'en sortent. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la communauté, l'ensemble des citoyens, reconnaît des droits à chaque citoyen et les aide à avoir le minimum qui leur permet de vivre. Quand on dit minimum, c'est souvent très minimum. Et puis après, chacun fait sa vie. C'est pas de l'argent pour lancer une start-up. C'est de l'argent pour avoir ce minimum qui permet de donner à manger aux enfants, de s'habiller, des fois de se soigner quand c'est la couverture maladie universelle, ou des choses de cette nature. Donc il faut faire bien attention à la façon avec laquelle on parle, parce qu'il y a dans notre pays 9 millions de pauvres, hein, et ils ne sont pas responsables de leur pauvreté. Non, 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 ils ne sont pas responsables de leur pauvreté. Est responsable de leur pauvreté le fait qu'il y a un chômage de masse, que quand le chômage dure trop longtemps, eh bien, ou bien on ne trouve pas un premier emploi, ou bien on ne retrouve pas d'emploi, et que par conséquent, on se trouve devant toutes sortes de difficultés, dont les gens qui sont bien portants et qui ont du boulot n'ont pas forcément idée. Mais au moins, ceux-là, ils respectent les autres. Tandis que le président de la République, lui, non, il ne les respecte pas. Et ça, je crois que c'est un moment dans l'histoire de France, parce que c'est rarissime qu'un chef d'État, peu importe, hein, son titre, président de la République ou autre, et parler de cette façon-là à une partie des Français contre les autres. Et à ce point est repris à son compte ce qu'il y avait de pire dans les milieux les plus conservateurs, les plus rancis. Hein, parce que figurez-vous que, même moi je ne vous dirais pas que tous les gens de droite parlent comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs on l'a vu, quelques jours après, il y en a un qui a poussé un cri du cœur, c'est un milliardaire, il dit alors on peut pas parler comme ça aux petites gens, déjà avec le mot petites gens. Bon, mais enfin bon. En tout cas, le gars, il se rend compte que c'est pas possible de parler aux gens de cette manière-là, parce que c'est pas respectueux de la dignité de chacun. Parce que riches ou pauvres, nous méritons tous d'être respectés. Et nous sommes égaux en droit et semblables quant aux besoins. Et ça, faut jamais le perdre de vue, hein, parce que sinon on a vite fait commencer à trier les gens. Alors un jour c'est en fonction des revenus, le lendemain en fonction de la religion, le surlendemain en fonction de la couleur de peau. On n'en finit plus, hein. Des différences, on va pouvoir en trouver. Mais la seule chose qui compte, celle qui est la plus importante, c'est la similitude entre les êtres humains, et donc c'est elle qui fonde des droits communs à tous. Moi, je voulais vous dire ça, parce que je ne laisse pas passer une phrase comme ça. Allez, je vous demande à vous, qui m'écoutez, hein, eh ben, ne gardez pas pour vous les sarcasmes et l'indignation que ce type de propos peut suggérer en vous, parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous a réagi comme moi. Pourquoi il faut réagir? Parce que sinon, vous laissez une idée s'établir. Cette idée, c'est que les chômeurs sont responsables de leur chômage, les pauvres responsables de leur pauvreté, et que finalement les seuls qui sont responsables de rien, alors qu'ils sont responsables de tout, c'est ceux qui se sont enrichis, qui ont accumulé à perte de vue d'une richesse qui ne leur sert strictement à rien. Figurez-vous que la totalité
de ces aides sociales. Ça représente la somme équivalente à la valeur qu'a acquis la première fortune de France pendant une année. D'accord? Donc vous voyez bien, quand les uns s'appauvrissent, les autres s'enrichissent. Et il y a un lien entre les deux. Et ceux qui essayent de faire oublier qu'il y a un lien entre les deux sont toujours ceux qui ont un intérêt à ce que ce lien s'oublie. Et ceux-là, ils sont toujours du côté des plus puissants. Il faut s'en souvenir. Bon, alors, vous avez peut-être vu le sommet européen. Moi, je sais bien que dès qu'on dit Europe, ça ennuie tout le monde se sauve. Mais il faut quand même suivre, parce qu'il s'agit de notre vie. Hein. Et puis, c'est trop facile, vous comprenez, de limiter la discussion à dire on est pour ou on est contre. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de traiter les événements quand ils se présentent, et d'avoir une analyse sur eux, de comprendre, et après de se faire un avis au moment où on va voter ou choisir les responsables. Donc vous savez que Macron, depuis qu'il est Macron, et qu'il est président de la République, il ne jure que par l'Union européenne, la souveraineté européenne, il n'a toujours pas dit en quoi ça consistait, mais il en parle beaucoup et souvent, et puis il a dit, moi j'ai des idées pour renouveler l'Europe. Alors évidemment, tous ceux qui sont payés pour jouer du violon ont sorti le violon, et on dit, ah c'est formidable, ah que c'est beau, ah que c'est intelligent, ah que c'est intéressant, sauf qu'ils répètent les mêmes choses que racontait avant lui François Hollande, et que racontait avant toute cette branche de politique des libéraux, qui soient plus ou moins sociaux, à supposer qu'on puisse être et libéral et social alors que les deux vont pas ensemble. Mais bon, qu'est-ce qu'il avait comme grande idée? Quelle magnifique trouvaille extraordinaire. Bon, alors on met de côté l'Europe de la défense avec l'OTAN, parce que ça tout le monde sait que c'est une vieillerie et que ça existe depuis toujours. Mais son idée c'était, ben voilà, on va faire un budget pour la zone euro et on va faire un parlement de la zone euro. Alors aussitôt, tout le monde applaudit, magnifique, quel Européen convaincu. Mais nous on a dit, mais attendez, on ne comprend pas, vous voulez faire un deuxième Parlement européen, il y en a déjà un. Et le deuxième, quelle est la différence avec le premier? Quel pouvoir il va avoir en plus ou en moins? Silence radio, personne n'en saura rien, on a juste entendu dire qu'il faudrait un Parlement de la zone euro. Pourquoi faire? Personne n'en sait rien. Ensuite, il parle d'un budget de la zone euro. Alors un budget de la zone euro, ben déjà, normalement, on commence par dire pourquoi faire? Hein? Ben cherchez, allez, cherchez dans ce que vous lirez, où M. Macron a dit à quoi servirait le budget qu'il voudrait pour la zone euro. C'est écrit nulle part, et pour cause. Alors, on peut être bienveillant, hein, et puis on se dit, ben, c'est sûrement pour faire une relance, c'est-à-dire, il y aurait de l'argent qui serait là, et puis on l'injecterait dans la zone euro pour faire des grands travaux, des choses comme ça, d'accord? Alors, première question, pourquoi seulement dans la zone euro, et pas dans le reste de l'Europe? Qu'est-ce qu'on fait des autres? On leur dit, allez, rentrez chez vous. Pourquoi ils n'auraient pas eux aussi des programmes en commun avec le reste de l'Europe pour les grandes infrastructures? Parce que si vous voulez faire des lignes de chemin de fer nouvelles qui traversent l'Europe, il faut les faire avec tous ceux par où passe la ligne de chemin de fer, qu'ils aient ou non l'euro. Si vous voulez faire des grands trajets pour des pipelines de gaz ou d'autres choses, il faut que ça passe chez tout le monde. À supposer que ce soit une bonne idée de faire des pipelines de gaz, d'accord? Donc ça n'a pas de sens de vouloir faire une organisation spécifique pour la zone euro sans se soucier de savoir à quoi ça correspond géographiquement et quelle unité ça a. Et ça n'a pas de sens de vouloir faire un programme de relance réservé à cet endroit-là de l'Europe et pas au reste. Bon, j'espère que vous suivez, mais on n'a pas fini. Alors donc, il voulait faire et son Parlement et son budget. Je vous passe le reste parce que Mme Merkel, elle n'a même pas traité le reste. Le reste, elle a compris que c'était de la foutaise, donc elle n'en a pas parlé. D'ailleurs, du Parlement de la zone euro, plus personne ne parle. On dit, ah, grande victoire pour les Français. Mme Merkel accepte un budget européen, dit-elle, à 2 chiffres. Ah ah, un budget à 2 chiffres? Qu'est-ce que c'est un budget à 2 chiffres? Parce que, comme je vous l'ai dit il y a un instant, il n'a jamais précisé à quoi servirait le budget. Mais s'il y a un budget et qu'on pense que c'est pour faire un plan de relance, hein, pourquoi 2 chiffres? Parce que Hollande, c'était 3 chiffres. Il avait obtenu 120 milliards de plans de relance. Toute l'Europe s'était moquée de lui. Pourquoi? Parce que les 120 milliards en question, personne n'a jamais vu la couleur, et pour cause, vu que c'était 60 milliards qui étaient déjà dans le budget de l'Europe, et 60 autres milliards qui devaient être des emprunts. Mais en attendant, ça fait quand même 3 chiffres. D'accord? 120, 160, je ne me rappelle plus exactement la somme. Peut-être que c'était 120. D'accord? Donc, Hollande avait eu une grande victoire, c'était 3 chiffres, et M. Macron a une encore plus grande victoire, c'est 2 chiffres. Le premier avait l'air d'un clown. Toute l'Europe rigolait de ce budget de relance qui n'avait aucun sens. D'ailleurs, quelques temps après, M. Juncker était arrivé en disant « Moi, j'ai eu une idée formidable, on va faire un plan de relance de 400 milliards. »
Déjà, c'était Hollande qui avait l'air un peu banane hein, dans cette histoire. De toute façon, comme personne ne suit rien, personne n'a fait attention, personne n'a comparé les sommes, personne n'a demandé de bilan. C'est comme ça en Europe. On parle, on s'agite, on dit des chiffres. Qu'est-ce que ça donne? Tout le monde s'en fout, personne ne suit. Mais moi, je suis, et je pose des questions. Donc, Madame Merkel lui a dit, il y aura un budget avec 2 chiffres. Ah ben, un budget à 2 chiffres, ça s'arrête à 99 milliards. Après, on passe à 3 chiffres, c'est 100. Donc déjà, on connaît la limite. Monsieur Macron a obtenu au maximum 99 milliards, 2 chiffres. 99 milliards ou rien, c'est pareil, par rapport à un ensemble qui produit plus de 12 000 milliards de richesses par an, d'accord? Voilà. Alors, Madame Merkel lui a dit, ah ben Monsieur Macron, vous les Français, vous êtes très intéressants et tellement romanesques, donc d'accord pour un budget à 2 chiffres. Ah bon, donc Madame Merkel a donné au maximum son accord pour 99 milliards. Où sont les 99 milliards? Dans quel budget ils sont pour qu'on les prenne? Alors, on ne vous le dit pas. Et puis dites donc, c'est vraiment décidé? Ah non, c'est pas décidé. Ils sont d'accord pour aller tous les deux dire à tous les autres, les 26 autres, qui étaient drôlement contents de voir ces deux-là se mettre d'accord sur des réformes pour toute l'Europe, hein. Déjà, ils sont garantis d'avoir un accueil extrêmement chaleureux. On va leur dire, ah ben écoutez, on a eu une idée, on va faire un budget avec un budget qui sera à 2 chiffres. On ne vous dit pas pourquoi faire, parce qu'on a oublié d'y réfléchir, mais juste on vous dit que ça fera 2 chiffres. Comment vous croyez qu'ils vont être reçus? Très mal. Il y a déjà 10 pays, c'est la première fois qu'une chose pareille se produit, 10 pays de l'Europe du Nord et de l'Est qui ont fait un texte ensemble pour dire « nous ne voulons pas des idées du président français ». Donc il faut le faire, d'aller se mettre dans un guêpier pareil, au point que 10 pays disent « on ne veut pas de vos idées ». Alors ceux qui disaient ça il y a 15 jours, c'est pas pour dire le contraire maintenant. Donc tout ça va terminer comme une pantalonnade, parce que quand bien même, par je ne sais quelle gesticulation, il arriverait à obtenir son budget à 2 chiffres, qu'il ne nous aura toujours pas dit pourquoi faire, ni quelle garantie on a qu'une somme pareille sera utilisée à quelque chose d'intelligent, parce que 99 milliards au maximum, ça ne veut rien dire. Voilà, vous comprenez, si je vous parle de ça, que je sais bien que ça saoule un maximum de gens d'entendre parler de l'Europe, c'est parce que je veux être la sentinelle, la vigie qui vous dit voilà ce qui se passe. Regardez-les, tous ces marioles, venir me voir et dire que moi je ne suis pas européen, qu'eux sont européens, qu'ils aiment l'Europe, que ceci, que cela. Mais qu'est-ce qu'ils font réellement? Quelle est l'Europe dont ils parlent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous vous rendez compte? Des gesticulations. Alors après, ils ont dit on va parler d'immigration. Alors terminé, il n'y a plus personne, que des phrases creuses, des mots en général qui ne veulent rien dire. Et j'y reviens. Pour ce qui concerne l'immigration, il n'y a pas d'autre politique possible que de faire en sorte que les gens ne partent pas de chez eux. Et pour qu'ils ne partent pas de chez eux, il ne faut pas faire des politiques qui les font partir, c'est-à-dire des partenariats économiques comme ceux que l'Europe impose à tous ces pays. Et quand on sait d'où viennent les gens qui partent d'un pays, on sait où est le problème. Donc on peut aider à le régler. Avez-vous entendu dire qu'un quelconque de ces grandioses dirigeants se soit soucié de savoir d'où viennent les gens et comment on peut régler le problème de départ? Non, jamais. Vous entendez des discours qui profitent aux uns ou aux autres. Alors, les uns se mettent la main sur le cœur, soyons bons, soyons humains. Ils font rien, mais ça fait rien. Ça leur fait du bien de parler comme ça. C'est ce qu'a fait Macron en infligeant 3 jours de mer de plus aux malheureux de ce bateau Aquarius, alors que vous aviez la collectivité de Corse qui avait dit qu'ils étaient d'accord pour les débarquer, les accueillir et les répartir ensuite, d'accord? Le même qui a fait ça, ensuite fait des grandes phrases sur la nécessité de ne pas être frileux, replié sur soi, etc. Tout ce qu'il est en train de faire, lui, le reproche aux autres. Bon. Et pas un mot sur ce qu'on pourrait faire pour accueillir normalement ceux qui sont là. Je vous le redis, les gens, les yeux dans les yeux. Une fois que les gens ont vaincu toutes ces difficultés, affronté tous ces malheurs, vous ne pouvez rien faire d'autre que de vous en occuper. Personne ne peut avoir pour politique de les rejeter à la mer. Vous venez de voir ce que ça donne. Vous vous imaginez, nous, en train de dire, écoutez, ce bateau-là, on n'en veut pas, il repart. Ou on n'en sait rien, on ne peut pas le savoir. Parce que le voisin peut faire pareil, et dire, mais nous non plus, on n'en veut pas. Et alors, les gens tournent en rond, comme ça, autour de la Méditerranée, jusqu'à ce qu'ils meurent tous. C'est ça qu'on veut. Vous voyez bien que ce n'est pas une attitude rationnelle. Je dis bien rationnelle, je ne parle même pas de cœur ni du reste. Je demande simplement de faire appel à l'intelligence. Ce n'est pas une manière de régler les problèmes. Je vous dis ça d'autant plus tranquillement que, là, le week-end en remontant, je me suis arrêté pas loin de Valence. Hein. Valence est dans la Drôme.
Et moi, je suis allé du côté de l'Ardèche. J'ai été voir là-bas des amis, et c'est dans un village où ils ont accueilli une famille de Syriens. Eh ben, ça se passe bien, normalement. Le gars syrien et la famille du Syrien, le gars, il est maçon, mécanicien, donc il s'est mis au boulot, hein. Depuis qu'il est là, il n'est pas resté une semaine sans avoir du travail, parce qu'il y a besoin d'un peu tout dans le coin, il n'y a plus personne, hein, il n'y a plus de métier, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de poste, il n'y a plus d'école, pas partout, hein. Mais enfin, vous connaissez ça, c'est la désertification en milieu rural, fait qu'un gars qui sait faire quelque chose de ses 10 doigts, il trouve toujours à s'occuper, hein. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont là et ils trouvent à s'occuper. Évidemment, c'est pas parce que dans un endroit on a mis au point une méthode qui paye qu'il faut pour autant en faire un discours généralisable. Mais c'est pour vous dire que si on arrête de traiter les problèmes sur la base de la peur, de la panique, des rumeurs, de l'auto-affolement, et qu'on essaye de trouver des solutions rationnelles aux problèmes, on finit par les trouver. D'accord ? Et on va en trouver de plus en plus intelligentes à mesure qu'on va réfléchir et travailler sérieusement. On ne l'a pas fait. Alors maintenant, voilà qu'ils ont décidé de faire des camps de regroupement. On va dire regroupement pour être sympa. Alors on va y mettre tous les gens là-dedans, puis les trier dedans. Attendons de voir ça. Combien de temps vont rester ces pauvres gens dans les camps ? Mais ça vous concerne quand même. C'est votre pays. C'est nos alliés, ceux qui vont aussi ouvrir des camps comme ça. C'est pas rien. En France, vous savez combien de temps on a le droit maintenant de garder quelqu'un enfermé avec ses gosses ? On n'est pas cruel, hein ? On les sépare pas comme les Américains. Donc on met aussi les enfants derrière les grillages. Depuis la loi Macron, avant c'était pas comme ça, c'est 90 jours, 95 en vérité. Vous avez entendu les gens ? 3 mois. Vous êtes d'accord pour ça ? Vous êtes d'accord pour dire que pendant 3 mois, un gosse il va pas à l'école, il reste derrière des grilles ? Écoutez, hein, chacun pose comme il veut et s'arrange avec sa conscience. Mais moi, je suis pas d'accord. Voilà, et je voulais vous le dire. Une autre chose dont je veux vous parler, c'est de M. Macron qui s'en va à Rome pour recevoir le titre de chanoine de Latran. Alors, Latran, c'est la paroisse du pape. Le pape est censé aussi être le curé de son coin. Et donc, Latran, c'est sa paroisse. Alors, il y a un et unique chanoine d'honneur, et c'est le roi de France, et par suite du roi de France, le président de la République française. Bon, c'est donc quelque chose qui vient de l'Ancien Régime. Je crois que ça a commencé sous Henri IV, hein, c'est vous dire. Mais à l'époque, bon, c'était presque bien, hein, parce que bon, Henri IV avait été protestant, donc le repeindre un peu en catholique, ça arrangeait les affaires pour que ça se passe bien. Donc, de toute façon, c'est tellement loin, c'est pas mon problème, et personne ne m'a demandé mon avis, et ne le demandera jamais. Mais par contre, en République, bon, il y a des situations, c'est l'histoire, donc on fait avec. Par exemple, la République française est gardienne de certains lieux dits saints, des lieux saints à Jérusalem. D'accord ? Peut-être que vous vous rappelez, un coup Chirac avait été là-bas parce qu'il était là-bas en Israël, et il y a eu toute une histoire parce que le service d'ordre israélien rajoutait, bon... Et Chirac s'était bien fâché, hein, il avait dit « Qu'est-ce que vous voulez que je remonte dans l'avion ? Allez, hop, sauvez-vous de là tous, sortez de là-dedans, c'est les Français qui gardent ce site, c'est personne d'autre. » Bien, honnêtement, carré, hein. Et je suis pour que dans tous les pays où on a une responsabilité qui nous a été reconnue par l'histoire, on s'en occupe. On n'a pas besoin qu'on nous tienne la main, ou alors on s'en va, on peut aussi s'en aller, hein. Bon, donc c'est pour dire, ok, la France est gardienne d'un bout des lieux saints, c'est une histoire, puis ça a un sens, on garde quelque chose, hein. Surtout dans un endroit où c'est un peu la pagaille, où les gens ont vite fait de se disputer pour un oui, pour un non, pour un bout des lieux saints en question et pour l'autre. Donc, je ne discute pas ce point-là, d'accord ? Mais chanoine de Latran, si, je discute, je ne suis pas d'accord. Et je trouve que c'est ridicule qu'un président de la République française accepte d'être chanoine d'honneur. Nous sommes une république laïque. Bon, est-ce qu'il accepterait d'être moufti d'honneur de la mosquée Al-Aqsa ? Est-ce qu'il accepterait d'être rabbin d'honneur de la synagogue, de la grande synagogue de je sais pas où ? Tout le monde dirait, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, hein ? Alors pourquoi ça vous suggère aucun commentaire quand c'est une religion, et ça vous en suggère quand c'est d'autres ? Et puis en plus, pour les catholiques, c'est pas très sympa.
Parce que le président de la République française, quel qu'il soit, devient chanoine d'honneur. Bon, les catholiques ont le droit d'avoir leur foi, leurs règles, et de croire aux règles qu'ils se sont données. Et on doit respecter ça. Ça trouble l'ordre public de personne. D'accord? Alors, quand vous nommez chanoine d'honneur un gars à divorcer, par exemple, hein, bah, c'est contraire à l'institution catholique qui pense que le mariage est indissoluble. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez du droit au divorce et du mariage, etc. Mais eux, les catholiques, ils considèrent que c'est un sacrement qui est indissoluble. Voilà. C'est leur droit. Or, c'est ce qu'on leur a fait la dernière fois, avec M. Sarkozy, qui était un homme divorcé, ce qui est bien son droit, et qui s'est retrouvé chanoine d'honneur de la paroisse du pape. Vous trouvez ça respectueux, vous? Ben moi non, je trouve pas ça respectueux pour la foi des catholiques. Alors, encore quand ils prennent la charge et qu'ils se taisent, tout va bien, si j'ose dire. Mais quand ils prennent la charge et qu'en plus ils parlent, alors c'est la cata. Et c'est ce qu'avait donné le discours de M. Sarkozy, où il s'était livré à des comparaisons tout à fait bizarres entre l'autorité morale de l'instituteur et celui du prêtre. Il avait fait toutes sortes de digressions. J'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle La réplique au chanoine de Latran. Il fallait bien que quelqu'un réagisse vu que personne ne disait rien. Donc moi j'ai fait un petit bouquin là-dessus et 18 conférences pour expliquer aux gens pourquoi c'était extrêmement dangereux que même à titre symbolique, un président de la République française donne le sentiment de participer à un culte ou à un autre. Hein. Et je le dis le cœur léger. Hein. Moi, je viens de la culture catholique, donc je crois que j'ai pas de raison d'avoir une inimitié particulière. Hein. Je m'oppose à toute immixtion de la religion dans la politique et de la politique dans la religion. Voilà. Alors, de la même manière que je dis que c'est pas au président de la République ou au ministre de l'Intérieur d'expliquer ce que va être un islam en France, parce que c'est pas notre sujet. Le sujet de l'islam, c'est celui des docteurs de l'islam, ceux qui sont des experts, des religieux, dont c'est le travail de lire les textes et de les expliquer. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est pas à l'État de faire ça. De la même manière, le président de la République a pas à être chanoine d'honneur, parce que c'est pas un titre qui correspond avec la dignité et la respectabilité de la fonction de président de la République. Ce n'est ni un beau geste à l'égard des catholiques, ni un geste conforme à ce que doit être l'attitude d'un président de la République. Donc je suis pour qu'on en finisse avec cette histoire de chanoine de Latran. Celui à qui ça doit faire drôle, c'est le pape François, parce que lui, dans ce domaine, il n'est pas conservateur, c'est pas un conservateur, et il a écrit une encyclique qui s'appelle Loué sois-tu, qui est extrêmement intéressante, qui est une encyclique anticapitaliste, anti-productiviste, et bon, on sent que c'est quelqu'un avec qui on peut parler et dire, écoutez, ça va pas du tout cette histoire, bon, vous pouvez pas trouver un autre chanoine d'honneur pour votre paroisse, quelqu'un qui aurait mérité, qui serait un catholique méritant, qui aurait fait du bien aux autres, qui se serait comporté d'une manière conforme aux règles de l'Église. Parce que franchement, celui que vous venez de prendre comme chanoine d'honneur, hein, il a déjà dit que les pauvres ils coûtaient trop cher, ce qui n'est pas un message très évangélique. Il a déjà traité de gens de rien ceux qui passaient dans les gares, et ainsi de suite. Donc moi, il me semble, pour ce que je connais de la doctrine catholique, que ce que fait cet homme n'a rien à voir avec ce que vous, pape François, vous expliquez d'habitude dans vos textes ou dans vos discours. Voilà. Il fallait que quelqu'un le dise, et ben je l'ai dit. Bon, c'est la fin de la saison qui approche pour moi et pour la revue de la semaine, mais pas pour le boulot, parce que apparemment on est coincé dans l'hémicycle jusqu'à la fin du mois de juillet, et puis si Antoine est là, bon, on va continuer à faire une ou deux revues, on vous expliquera ce qui se passe à ce moment-là. Si vous avez des commentaires, ça nous aide. Hein, on tient compte, on lit, on regarde ce qu'on nous dit, ça nous fait éliminer certains sujets parce que vous les avez trouvés trop éloignés de ce qui pouvait vous intéresser, ou des fois vous avez fait des remarques parce que certains sujets étaient bien présentés. Bref, tout ça c'est un rapport un peu particulier entre ceux qui regardent la vidéo, ceux qui la produisent, et je crois que c'est important qu'on protège ça. En tout cas, si ça vous plaît, vous mettez un pouce bleu, parce que nous, ça nous récompense, hein, c'est la seule récompense qu'il y a. Et puis si ça vous plaît, parce que c'est la première fois que vous découvrez cette affaire, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et nous, ça nous fait très plaisir, parce que, comme c'est bien normal, chaque semaine, il y a des gens qui se désabonnent, parce que, bon, c'est plus leur truc, quelles que soient les raisons, et puis des gens qui s'abonnent. Alors il faut que le solde reste positif, il l'est depuis de très très nombreux mois, alors même que tout le monde m'avait annoncé qu'il y aura un gros recul après l'élection présidentielle, parce que, comme c'est normal, vous avez des gens qui suivent la politique de très près pendant l'élection présidentielle, parce qu'ils vont devoir voter, ils veulent être bien renseignés, ils veulent connaître les gens,
Et puis après, ma foi, bon bah, on passe à autre chose, quoi. C'est plus leur, la politique n'a plus la même intensité pour eux. Moi, je comprends ça très bien, et je suis assez heureux de voir qu'il y a ce mouvement, parce qu'au total, je me dis que ça élargit le nombre de gens que le mouvement des idées intéresse. Merci à tous, et puis à la semaine prochaine.